Alors bonjour tout le monde, jeudi 18 mars 2021. Bienvenue dans ces rencontres de philosophie réflexive, donc les causeries philosophiques de l'Observatoire Vieillissement et Société. Alors Mathieu Martel avec vous pour la prochaine heure. Alors dans ces rencontres de philosophie réflexive, dans le cadre de l'OVS, l'Observatoire Vieillissement et Société, un organisme qui, bien sûr, est là pour contrer l'agisme et l'auto-agisme, ainsi que de favoriser la socialisation chez les aînés, la qualité de vie et le fait aussi de sortir les aînés de l'isolement. Euh, Cet organisme existe depuis plus de 15 ans et cet organisme est toujours vivant grâce à de nombreux bénévoles que je salue, tous et toutes. Voilà. Et nos causeries philosophiques sont possibles grâce à la Fondation Sibylla-S. Donc, Mathieu Martel avec vous. J'espère que vous vous portez bien en ce jeudi 18 mars. Nous sommes ici aujourd'hui comme 2 fois par mois depuis 4 ans et demi. Alors, l'année dernière, nos rencontres en direct ont cessé au mois de mars, donc ça fait déjà 1 an que nous étions bien sûr à l'Institut de gériatrie pour des rencontres de philosophie réflexive avec les aînés, mais nous sommes sur Facebook Live depuis juin 2020, en espérant pouvoir se revoir au mois de septembre, bien sûr, en direct, donc dans le cadre des rencontres de philosophie de l'OVS que j'anime depuis plus de 4 ans maintenant. Donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer. Dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon. Je salue Niki, Nicole, Isabelle, Daniel, François, Christine et compagnie. Donc, merci d'être présent et de faire en sorte de garder vivant ces rencontres. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la notion de jugement. Vous allez voir qu'il y a plusieurs acceptions, sens possibles à la notion de jugement et qu'il y a aussi euh, des visions différentes quant au jugement. Donc, nous allons traiter aujourd'hui des différents types de jugements dans la perspective de la philosophie. Donc, nous allons voir que ce sens-là peut varier et qu'il existe plusieurs types de jugements, d'autres moins philosophiques et d'autres plus philosophiques. Et nous avons aussi, bien sûr, des jugements sur même l'usage de notre faculté de juger. Je vais en parler au début, dans notre introduction. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il est présentement 13 heures. Mathieu Martel avec vous, esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philosophie au collégial. Avec vous pour vous entretenir, bien sûr, vous solliciter et vous poser quelques questions. Je vous invite à écrire des commentaires dans le clavardage, à répondre à mes questions que je vais bien sûr commenter. Donc, salutations aux dernières personnes qui viennent de se joindre à nous. On a des habitués, Micheline, Anne-Marie, André, qui est bien sûr le président de l'OVS. Salutations à André. Iman aussi, qui est une bénévole. Donc, je salue tous les bénévoles de l'OVS. Denise, Ginette, André, Iman, Johanna, et il y a aussi Pierre. J'espère ne pas en oublier. Donc, salutations à tous et à tous les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société, un organisme qui est là pour promouvoir la qualité de vie chez les aînés. Je répète aussi, bien sûr, contrer l'agisme et l'auto-agisme, favoriser la socialisation et faire en sorte que les aînés puissent échanger au niveau intellectuel aussi à travers ces rencontres philosophiques en espérant pouvoir se revoir au mois de septembre en direct de l'Institut de gériatrie. Il paraît que nous avons de nouveaux locaux. Je salue aussi Eduardo, Eduardo Varela, qui m'a bien sûr, qui est allé me recruter il y a de cela 4 ans pour que je puisse être initié à cette animation de Café Philo. Donc, ça fait déjà 4 ans.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de jugement. Et qu'est-ce qu'un jugement? Faut-il exercer notre jugement? Est-il important d'exercer notre jugement? Qui, dans les philosophes de la tradition philosophique occidentale, nous a invités à juger par nous-mêmes? Nous allons découvrir ça tantôt avec quelques références historiques. Quels sont les types de jugements que nous pouvons rencontrer en philosophie? Y a-t-il des jugements davantage subjectifs et d'autres objectifs? Y a-t-il des jugements qui nécessitent discussion, des jugements qui sont davantage controversés, qui nous demandent bien sûr de réfléchir, d'argumenter avant de se positionner face à certaines questions. Donc, nous allons voir les questions qui sont en lien aussi avec les types de jugements. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'un jugement? Hein? Qu'est-ce que juger? On va commencer avec cela. Donc, on a en ce moment, dans notre société actuelle occidentale, certains individus qui disent posséder comme qualité le fait d'être ouvert, tolérant et se situer dans une position de non-jugement. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend? On va commencer avec cette idée reçue que certains individus déclarent comme étant vertueux le fait d'être dans le non-jugement. Hein? Donc, je vous invite à répondre, selon vous, qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce que cela signifie d'avoir une posture, une position où on dit d'être, de ne pas juger. Qu'est-ce qu'on entend par cette attitude, par cette position? On va commencer avec ça. Okay? Donc, voici ma première question que je vous pose. Merci à tous les invités et à toutes d'être ici présentement. On est une vingtaine. C'est un bon nombre d'individus, de personnes en ce jeudi 18 mars pour ces rencontres de causerie philosophique. Merci d'être là. Et sachez que vous pouvez bien sûr aller vous abonner sur la page de l'Observatoire Vieillissement et Société pour voir les autres activités, les autres rencontres importantes qui sont en lien avec notre organisme. Donc, je suis simplement un animateur philosophique. Donc, allez voir sur la page Facebook de l'Observatoire Vieillissement et Société. André Ledoux nous dit tout de suite d'emblée, en fin de compte d'emblée, qu'il est difficile de ne pas juger, hein, car les opinions, par définition, il nous pose la question à savoir si les opinions sont-elles en elles-mêmes des jugements. André, je vais répondre bientôt à ta position. Ton commentaire est intéressant. En fin de compte, il est difficile de ne pas juger. Et les individus, les personnes qui nous disent « Je pratique le non-jugement ». J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont déclaré être des pratiquants du non-jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça serait peut-être, en fin de compte, le jugement serait pris dans une certaine, c'est concevoir le jugement selon un certain sens. OK? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais bien sûr commenter tous vos propos. Hein? Je ne vais pas vous laisser dans le silence. Merci à tous et à toutes. Donc, lorsqu'une personne déclare qu'elle est dans le non-jugement, peut-être qu'elle sous-entend qu'elle est là pour accueillir ce que les autres ont à dire. Donc, ici, on est dans la perspective de l'accueil, justement, de l'accueil dans la perspective du droit à l'opinion. Okay? Dans une perspective démocratique, nous avons tous et toutes le droit d'énoncer nos opinions. Bien sûr qu'il y a des limites au fait d'énoncer certaines opinions,
au Canada, si ses opinions incitent à la révolte, à la violence, si ses opinions sont diffamatoires et si ses opinions sont des menaces, OK? Des menaces orientées vers les menaces de mort ou de violence, bien sûr. On s'entend là-dessus. Mais lorsque quelqu'un déclare je suis dans le non-jugement, peut-être que cette personne-là veut nous dire qu'elle est tolérante, ouverte à entendre, à recevoir, ce qui est quand même une qualité de base, hein, à entendre, à écouter ce que l'autre a à dire dans l'énonciation de ses opinions et de ses jugements. Je reviens avec le point d'André Ledoux qui nous dit, en fin de compte, émettre une opinion, n'est-ce pas juger? Allons-y tout de suite dans le vif du sujet. En effet, un jugement est comparable à une opinion. Mais qu'est-ce qu'un jugement? Il y a des types d'opinions, donc des types de jugements. Mais qu'est-ce qu'un jugement par définition? Par définition, c'est un contenu propositionnel d'une phrase déclarative. Je vais vous donner plusieurs exemples et je vais vous dire ce qui n'entre pas dans la catégorie des jugements. OK? Donc, un jugement, je répète, c'est l'énoncé propositionnel d'une phrase déclarative. Qu'est-ce qui ne fait pas partie d'un jugement? La phrase interrogative. OK? La phrase qui est un ordre, hein, disons, sort de chez moi, n'est pas considérée comme étant un jugement. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a la phrase interrogative, la phrase impérative, et je pense que j'ai oublié un autre élément. Mais qu'est-ce qu'un jugement? Donc, le contenu propositionnel d'une phrase qui déclare quelque chose à propos de quelque chose. Donc, je vais vous donner 4 exemples. Ensuite, je vais pouvoir les catégoriser et je vais bien sûr suivre vos commentaires dans le clavardage. Alors, si je déclare que l'eau bout à 100 degrés, voici un jugement. Si je déclare « je préfère la salade César à la salade grecque », il s'agit d'un jugement également. Si je déclare qu'il est bien de s'exercer physiquement, il s'agit d'un jugement. Et finalement, si je déclare qu'il faut absolument porter son masque, hein, dans le contexte de pandémie, il s'agit d'un 4e type de jugement. Donc, un jugement ne peut pas être une question, ne peut pas être non plus constitué d'une phrase qui est un ordre, car on doit pouvoir évaluer le contenu de la proposition qui est énoncée à travers une phrase. Okay? Donc, quand on dit jugement, cela implique bien sûr l'évaluation du contenu d'une phrase qui est déclarative. Regardons les exemples que je viens d'énoncer auparavant. Mon premier exemple est un jugement de fait. L'eau bout à 100 degrés. Cependant, la science nous dira que cela dépend bien sûr de certaines conditions. En général, l'eau bout à 100 degrés, mais tout dépendamment, bien sûr, des conditions. L'altitude, la pression de l'air, etc. Donc, il s'agit d'un jugement de fait. Mais dans la catégorie des jugements de fait, je vais vous donner d'autres exemples tant qu'à y être, et je vais vous dire de quoi est constitué un jugement de fait. Et bien sûr, je vais vous relancer avec quelques questions dans quelques instants. Si je déclare un carré possède 4 côtés égaux, dont la somme des angles intérieurs est 360 degrés. Donc, si je déclare qu'un carré
possède 4 côtés égaux. Je suis dans un jugement aussi de fait, mais dans une perspective plus analytique. Donc, je vais énoncer des critères qui vont aider à définir le concept de carré. Je suis dans un jugement de fait, mais analytique. C'est comme des caractéristiques qui seraient au cœur de la définition. Dans mon deuxième énoncé, donc j'avais donné comme deuxième type de jugement, je préfère la salade César à la salade grecque. Ici, il s'agit d'un jugement de préférence, de goût, subjectif, d'appréciation subjective d'un objet, d'un élément. Ça peut être aussi orienté vers les couleurs. Je préfère le bleu au rouge. Ça peut être aussi en lien avec la musique. Je préfère la musique classique au jazz. Okay? On est dans le jugement de goût, qui est subjectif, qui est souvent non philosophique, car il s'agit bien sûr d'appréciation pour un sujet, homme ou femme, et comment dire, subjectif, donc variable selon chaque individu. Certes, si on poussait la chose plus loin et qu'on voulait, on pourrait même se demander, est-ce que, comment dire, dans le jugement de goût peut s'élargir à plusieurs domaines, au cinéma, à la température aussi. Mais par contre, on peut observer que certaines températures nous conviennent davantage selon notre organisme. Donc ça demandera une part. On est dans la sensation, mais on est aussi dans l'évaluation. On ira un peu plus loin tantôt. Donc, notre premier type de jugement, le jugement de fait ou analytique, est davantage propre aux mathématiques, à la logique, à la géométrie, aux sciences. Okay? Donc, on parle de jugement objectif, mesurable, quantifiable, qu'on peut expliquer, qui donne des caractéristiques, par exemple, d'un triangle. Qu'est-ce qu'un triangle en général? Quelles sont les caractéristiques fondamentales d'un triangle? On pourrait prendre aussi comme exemple, qu'est-ce qu'un individu marié ou non marié par définition? Okay? Donc voilà, il y a plusieurs types de jugements. Je vais revenir aux commentaires dans quelques secondes. Donc, le troisième type de jugement, c'est le jugement dit de valeur, où il est question d'évaluer rationnellement des propositions qui ne font pas toujours consensus et qui poussent à la réflexion, qui sont des propositions quelquefois controversées. Donc, on a, par exemple, des propositions controversées quand on parle d'avortement, quand on parle du thème de l'aide médicale à mourir, quand on parle aussi de la peine de mort. Est-il bien d'accepter la peine de mort, l'avortement, l'euthanasie, l'aide médicale à mourir? Donc ici, on aura des gens qui auront des positions différentes, mais pour essayer de justifier leur point et leur jugement de valeur, il faudra bien sûr faire appel à la raison, à la force des arguments. Donc, les jugements de valeur sont dits philosophiques, car ils demandent réflexion, évaluation. C'est la même chose pour les derniers types de jugements. Des jugements placés dans la catégorie des jugements normatifs ou prescriptifs. Il faut conduire à telle vitesse. Il faut porter son masque en tout temps. Donc, c'est tout le temps construit à partir d'une phrase impérative, et là, on fait affaire davantage à une norme morale ou à des règlements, à des obligations, donc des jugements normatifs qui concernent des obligations. Ça, c'est le quatrième type de jugement. Donc, vous voyez qu'on a affaire dans la philosophie. La philosophie va davantage s'intéresser à des jugements normatifs et des jugements de valeur. La science sera davantage intéressée à expliquer comment fonctionne un phénomène et à décrire, analyser un phénomène quelconque.
Même chose au niveau de la géométrie, par exemple. Et là, on parle de jugement de fait ou jugement analytique. Mais dans la science, il y a quand même des jugements que Kant appelait des jugements de style non pas simplement analytiques qui font que définir, par exemple, un triangle. Hein? Si je vais avec une explication de qu'est-ce qu'un triangle, j'y donnerai des caractéristiques générales qui vont englober tous les types de triangles, scalènes, isocèles, rectangles, équilatérales, et j'en viendrai avec une définition en ces caractéristiques. Et là, je parle d'un jugement dit analytique qui va nous donner une définition. Donc, le triangle est une forme géométrique à trois côtés, dont la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Et cette forme possède trois sommets. OK? Mais si on tombe dans un jugement dit synthétique, c'est que ce jugement-là, comme mon premier jugement qui parlait de à quelle température bouillait l'eau en général, et là, Kant nous dira que ces jugements-là nous apprennent quelque chose sur la réalité. OK? Donc, de savoir que l'eau bout à 100 degrés, selon certaines conditions, c'est nous apprendre quelque chose sur le phénomène de l'eau qui bouille. OK? Que la glace gèle à tel degré. Hein? Que la température d'un être humain normal se situe entre, mettons, autour de 36 degrés, 37 degrés. Et là, on apprend quelque chose et que la fièvre est déclenchée à partir de tel degré. OK? Là, il s'agit de jugements synthétiques qui nous apprennent quelque chose sur la réalité. Quand on pense aux règles qui sous-tendent la chute des corps, finalement, les jugements synthétiques sont là pour nous informer sur la réalité. Alors, j'ai avancé mes 4 types de jugement. Je vais aller dans les commentaires. Isabelle nous dit qu'il est préférable de juger objectivement une situation que subjectivement. Éric Fromm disait que pour bien comprendre quelqu'un, pour sortir du moi, la pratique du jugement objectif avant d'en venir justement à ce qu'on entend souvent par jugement, à travers le jugement objectif, donc l'observation d'une situation, décrire davantage les phénomènes, ce qui se passe avant d'y aller d'un jugement soit subjectif de goût ou de valeur, il est peut-être bien d'apprendre à décrire une situation. Et souvent, on va entendre le terme jugement, ce que condamnera Spinoza notamment. Hein? Il condamnera non pas le jugement rationnel, mais le jugement qui est basé sur ce qu'on entend comme étant de la dévalorisation, de la médisance, ou ce qu'on appelle aussi un jugement spontané, gratuit, irréfléchi, qui souvent va aller dans la catégorie du préjugé, ou bref, de juger sans vraiment connaître. Donc, la pratique, bon, je réponds, je vais juste commenter ce qu'Isabelle dit, donc la pratique de l'observation, de la description, peut nous empêcher souvent de sombrer dans ce qu'on appelle l'opinion gratuite, le jugement entendu comme étant de la médisance ou un jugement empreint de méchanceté, de dévalorisation d'autrui, parce que l'autre n'est pas comme nous. Ça rejoint la position de Daniel qui nous dit qu'on est souvent prompt à condamner ce qui ne nous ressemble pas. Il nous dit, Daniel, qu'il est difficile de juger sans condamner autrui. Hein? Donc, c'est un autre sens du type de jugement, le jugement d'un juge qui va, à travers un long document, présenter son jugement en cours.
face à une situation. Isabelle nous dit par la suite, donc je suis en train de commenter ce que vous dites, que si on demeure dans la sphère de la subjectivité des impressions, hein, on peut souvent pratiquer la pratique de préjugés qui, par définition, veut dire qu'on juge avant de connaître quelqu'un, une situation. J'ai fait une conférence sur les biais cognitifs. Souvent, on est sous l'emprise de biais cognitifs et qui sont quelquefois souvent inconscients. Et on est très prompt à déclarer quelque chose. Et c'est ce qui faisait dire à Socrate à adopter la position de la docte-ignorance, c'est-à-dire de plutôt poser des questions pour comprendre son interlocuteur et d'évaluer rationnellement, logiquement, si son interlocuteur définissait bien ses termes et pour vérifier aussi s'il ne se contredisait pas. Ce qui faisait dire à Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, donc je vous poserai, mon ami sophiste ou mon ami interlocuteur, je vous poserai des questions pour mieux connaître votre position. C'était une ruse, bien sûr, de la part de Socrate, hein, la pratique de son ironie socratique. Nicole dit que, je vais ramener ici la position de Paul Ricoeur. Nicole nous dit que c'est dire quelque chose à propos de quelque chose. Et je vous amènerai la proposition, la définition de Paul Ricoeur concernant un discours. On sait qu'il y a des discours religieux, mythologiques, scientifiques, politiques, etc. Qu'il y a plusieurs types de discours. Et Nicole nous dit qu'un jugement, c'est lorsqu'on dit quelque chose à propos de quelque chose. En effet, j'avais dit tantôt que c'était le contenu propositionnel d'une phrase déclarative. Élargissons maintenant un peu notre définition de jugement au discours. Donc, le discours peut être parlé, écrit, hein, bien sûr. Et Ricoeur dit, lorsqu'il présente sa définition de discours, c'est qu'il commence comme suit. C'est lorsque quelqu'un, donc un sujet, qui dit quelque chose sur quelque chose, hein, à propos de quelque chose, à quelqu'un, à un auditoire, à une communauté scientifique, communauté philosophique, à un groupe, lors d'une assemblée. Hein, le discours, c'est dire quelque chose à propos de quelque chose, ou dire quelque chose sur quelque chose. Bon, par exemple, je déclare, comme je disais tantôt, qu'il est bien de s'exercer physiquement 3 fois par semaine de manière modérée. Hein? Donc, je dis quelque chose à propos de l'entraînement. Je dis aussi qu'il est bien de répéter 3 fois semaine un exercice physique et de manière modérée, et cela rentre dans un contexte de santé humaine. Vous voyez comment on peut se promener. Alors les amis, je vais avoir d'autres questions pour vous, bien sûr. Merci d'être présents à ce live de causerie philosophique, notre dernier live du mois de mars. On va se voir, j'ouvre une parenthèse, on va se voir au mois de avril 2 fois. Je crois, si je me rappelle la date, on se voit au mois d'avril 2 fois et au mois de mai 2 fois. Ensuite, je prendrai une petite pause avant qu'on se revoie au mois de septembre, et espérons que le tout se fera en présence. Alors, allez voir sur ma page Mathieu Martel Philosophe. N'hésitez pas à vous abonner sur le Facebook de l'OVS. Allez voir de l'Observatoire Vieillissement et Social. Allez voir aussi la page, le site Internet de l'Observatoire Vieillissement et Société. Et allez voir aussi sur ma page toutes les conférences en lien avec l'Observatoire qui sont déjà dans des petites annonces.
Nikki nous dit que les jugements sont souvent utilisés pour dire du bien ou du mal à propos de quelque chose. Donc, on tombe dans la perspective morale. Elle nous demande, qu'en est-il de la phrase « ne juge pas pour ne pas être jugé », qui est tirée bien sûr de l'Évangile, si je me rappelle, de Marc. Ne jugez pas, et ainsi vous ne serez pas jugés. Dans quelle perspective? Je ne suis pas un exégète du Nouveau Testament, alors je n'ai pas cette prétention. Ne jugez pas. Dans quel sens entendre le jugement? Plutôt dans un sens de jugement moral. Ne pratiquez pas peut-être là, je vais revenir avec la phrase de Spinoza, ne pratiquez pas le dénigrement, la malveillance envers autrui. Et ainsi, vous ne serez pas jugés. Par qui? Par Dieu le Père? Est-ce qu'on entend dans cette proposition? Ou parce que le fait de juger sans arrêt les gens que l'on rencontre va faire en sorte qu'ils nous percevront comme un individu qui juge, et eux aussi peut-être, en retour, pratiqueront le jugement à notre égard, ou nous percevrons comme étant un être qui juge, donc qui dit du mal, qui médit, etc. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Spinoza, ce philosophe précurseur, même avant Voltaire, avant Locke, ce philosophe hollandais, juif hollandais, qui disait ne pas juger, ne pas pleurer, ne pas médire, mais tâcher de comprendre. Donc, éviter, bien sûr, cette condamnation morale qui a lieu beaucoup en ce moment. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Il s'agit bien sûr ici d'un sophisme. Le sophisme qui nous offre que deux options. On refuse en ce moment peut-être, je reviens à Kant, la pratique d'oser penser par soi-même, propre à la philosophie des Lumières. Allez lire ce beau texte-là d'Emmanuel Kant, disponible en ligne, un texte de 3-4 pages. Qu'est-ce que les Lumières? Où Kant énonce son projet de devenir autonome et majeur, de quitter la sphère de la minorité et de l'influence de toutes sortes. Donc, d'oser évaluer, réfléchir sur toute forme de proposition, qu'elle soit politique, morale, et même lorsque le médecin vous offre un traitement, vous propose certains médicaments, vous avez bien sûr votre consentement à donner. Vous êtes vous-même le plus près de votre corps, vous écoutez les recommandations objectives du médecin, mais c'est quand même à vous à réfléchir, à savoir si vous dites oui à la prise d'un traitement proposé. On ne peut pas vous imposer des traitements. Même chose, on ne peut pas, comme disait Sartre, lorsqu'on vous condamne, lorsqu'on vous réduit on vous chosifie en vous traitant de lâche, en vous traitant de covidiot, etc. Lorsqu'on vous met en boîte de manière idéologique, vous avez bien sûr la possibilité de refuser cette choséification. Et ce qui est écrit dans les journaux, c'est ça les Lumières, c'est d'évaluer ce qui est dit même par moi-même, par toute forme d'autorité. Bien sûr, en science, il faut quand même y avoir une formation pour pouvoir évaluer les propositions, mais au niveau éthique, politique, au niveau des jugements de valeur, vous êtes là aussi pour utiliser votre propre jugement. La faculté d'évaluer, de remettre en question, d'examiner des propositions.
Je continue avec les commentaires. Daniel nous dit que la meilleure partie de l'écoute dans un dialogue est le fait de se questionner face à ce que l'autre a dit. Donc, d'être, bien sûr, dans une ouverture d'abord, hein? Dans le droit à l'opinion. On veut que les gens déclarent leurs opinions, énoncent leurs opinions. On veut aussi apprendre à les écouter. Et pas nécessairement toujours tomber dans l'attitude, dans le fait de toujours vouloir avoir raison. On peut apprendre sur soi et sur autrui à travers l'écoute. C'est pas toujours facile de garder son sang-froid. Merci Daniel. Isabelle nous dit qu'au niveau du jugement, merci de ton commentaire Isabelle, merci Daniel, qu'il est plus facile toujours de juger autrui et de donner des conseils à autrui, même s'il ne nous en demande pas souvent, que de s'auto-évaluer soi-même. Ce qui fait partie aussi et de critiquer ses propres opinions et de se rendre compte aussi qu'on est peut-être dans le champ. C'est très difficile d'admettre qu'on s'est trompé, de réévaluer notre position politique, éthique. Hein? Très difficile de changer nos habitudes, notre comportement, d'aller contre notre caractère et notre tempérament. Claude nous dit que lorsqu'il est question de jugement, salutations à Claude, juger, c'est évaluer, mais c'est se remettre en question, hein? Remettre en question les autres, ce que disent les autres, et se remettre en question soi-même. Mais qu'est-ce qu'on remet en question? Bien sûr, nos opinions, nos valeurs, nos principes moraux. Hein? Donc, tout n'est pas noir ou blanc. On est en cheminement, hein, pour se faire une tête, comme disait Kant, savoir penser par soi-même. Devenir majeur, c'est entamer cette démarche. Oui, merci Isabelle. Donc, ce n'est pas l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Luc. Je m'étais trompé tantôt. J'admets mon erreur. Merci. Daniel nous dit que nous sommes aussi menacés par, merci Daniel, par le jugement des autres. Hein? Ce que les autres pensent de nous. Hein? Le fait, on peut se sentir rejeté, blessé par un jugement. Parce que lorsque l'autre nous juge, il ne nous comprend pas. Il nous met en boîte, il nous réduit. Hein? Lorsqu'on déclare à quelqu'un, depuis que tu es jeune, je t'étudie, je te vois agir, tu n'es qu'un paresseux. Et là, Sartre nous dit qu'on chosifie quelqu'un, on le réduit comme s'il était déterminé, hein, comme s'il ne pouvait pas changer, modifier son attitude, sortir de cette paresse-là et devenir un être courageux. Comme Sartre proposant, bien sûr, comme fondement, la liberté comme contingence absolue, disait qu'on pouvait justement se réformer. Hein? Certes, on peut se retrouver comme Jean Giono en prison pour avoir commis de nombreux crimes. Pas Jean Giono, Genet, bien sûr. Allez lire le Saint-Genet de Sartre, une brique de 800 pages. On peut se retrouver en prison, mais on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais en prison? Est-ce que je me mets à étudier? Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je réfléchis? Ou je continue à être, hein, à perpétuer mon attitude de criminel entre les murs? Lucie nous énonce quelque chose d'intéressant. Les jugements des autres peuvent m'aider à évoluer, mais aussi peuvent me tirer vers le bas, me rendre triste. Est-ce que ça veut dire que ces jugements-là que l'on reçoit de la part d'autrui sont vrais, nous disent, hein, nous éclairent d'une façon vraie, ou sont-ils erronés? Ça va être à nous, justement, en se servant de notre jugement, de dire, est-ce que mon ami qui me veut du bien a raison? Est-ce que ça parle de moi? Est-ce que c'est un reflet
réel, authentique, ou c'est une erreur? C'est comment dire, une erreur de perception. Sartre nous disait à ce sujet que que nous ne pouvions pas échapper au jugement d'autrui. D'où son adage, l'enfer, c'est les autres. Mais ce que les autres disent de moi, je peux l'annuler et je peux le refuser. Et l'important, ce n'est pas ce que les autres disent de vous en vous jugeant, mais ce que vous pensez de vous-même. Et aussi du fait de pouvoir écarter de ce que les autres disent de vous. C'est sûr que si vous côtoyez des gens toxiques qui vous minent le moral, peut-être qu'au niveau de la puissance d'exister, peut-être que cela n'est pas bon pour vous pour augmenter votre puissance d'exister au sens spinoziste. Oui, Lucie dit souvent les gens ont de la misère à choisir les bons mots pour savoir bien s'exprimer, bien communiquer leurs pensées. Et pourquoi pas essayer de dialoguer. Mais là, il faut être en fin de compte pour pouvoir dialoguer sans se sentir jugé, attaqué, miné au niveau de l'être. Il faut être capable de pratiquer ce que certains appelleront la communication non violente. Vous irez voir peut-être un petit livre à ce sujet. Bon, les amis, merci d'être là. Je vais vous poser une autre question, bien sûr. Nous sommes dans les rencontres philosophiques. Et je demanderai à Isabelle, si c'est possible, Isabelle Saint-Pierre, de m'amener les 2 sujets du mois d'avril pour les rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société, si c'est possible. Donc, les dates et les sujets. Merci, Isabelle. Donc, Nicole nous dit, en référant à Boileau, qui a écrit l'art poétique, « Ce qui se conçoit bien s'énonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. » Donc, ça nous ramène à notre thème. Certains aiment beaucoup parler, ont besoin de parler pour s'exprimer, mais ne réfléchissent pas toujours à ce qu'ils disent. D'autres ont besoin de penser d'abord avant de bien conceptualiser, avant de s'exprimer. C'est l'approche de Nicolas Boileau. Bien concevoir ce que l'on veut dire. Ça demande aussi de la pratique, savoir bien communiquer nos idées, et de l'écoute de la part de notre interlocuteur et un désir de se comprendre. Ah oui, donc le 8 avril, notre sujet pour les rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société, toujours possible grâce à la Fondation Sibylla S, sera « Pourquoi mentir » le 8 avril. Et le 15 avril, nous traiterons, bien sûr, « La vérité nous aide-t-elle à vivre ?» Ce seront nos 2 sujets du mois d'avril. Je me rappelle bien sûr de nos rencontres. On aura 2 rencontres au mois de mai. On aura, au mois de mai, on aura une rencontre sur les synchronicités basée sur un concept de Carl Gustav Jung. Et on aura aussi une autre rencontre. Donc, je demanderai à Isabelle peut-être de m'aider et de me parler des 2 rencontres du mois de mai, l'autre qui ne porte pas sur les synchronicités. Alors, on a vu que les jugements, juger, ça peut être vu d'une manière, le premier sens de juger, c'est dire du mal, mépriser, dénigrer quelqu'un. Les personnes qui disent être dans le non-jugement, ça peut sous-entendre pas des personnes qui n'ont pas d'opinion, mais qui sont ouvertes aux idées d'autrui, au droit à l'opinion. Mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Des fois, il y a des gens qui sont dans des pôles très opposés, extrêmes, qui disent il n'y a qu'une seule vision du monde idéologique qui est la mienne. Tout ce qui n'est pas comme moi,
c'est de l'erreur, c'est de la fausseté, c'est une vision politique ou idéologique erronée. Et là, on tombe dans les oppositions binaires, ce qu'on appelle même au niveau de la philosophie un sophisme qui est énoncé pour ça, qui est en ce sens, qui est le sophisme de l'alternative, hein? Le fameux ou bien, ou bien. Ou bien tu es avec nous, ou bien tu es contre nous. Est-ce que c'est le faux dilemme? Oui, c'est le faux dilemme. Alors, nous avons vu aussi que le jugement, on y vu de façon générale, est une proposition. Hein? C'est le contenu propositionnel d'une phrase déclarative. Donc, une interjection, un ordre énoncé dans une phrase ou une question n'est pas un jugement, car les jugements doivent pouvoir être évalués au niveau de la logique et de la factualité dans un cadre de vrai ou faux, de vérité-fausseté, et au niveau des jugements de valeur ou normatifs, qui sont des jugements dits philosophiques, doivent pouvoir être évalués au sens de la pas la validité, mais de la au sens de la force du contenu, mais d'une perspective argumentative. Donc, on a vu 4 types de jugements tantôt. Hein, les jugements de fait, plus scientifiques. Les jugements de goût, très subjectifs. Les jugements de fait sont davantage dans le camp de l'objectivité, même s'il y a des débats, par exemple en physique quantique, sur la question de l'objectivité, car l'observateur joue un rôle dans l'observation des microparticules en physique quantique. Et par ailleurs, on a vu que les jugements normatifs et d'évaluation demandaient de la réflexion et justement l'usage de notre jugement, de notre part réflexive. Donc, juger, c'est réfléchir, évaluer. Lorsque nous sommes en crise de manière intérieure, on se rappellera, comment dire, que c'est Erikson qui a énoncé le concept de crise d'identité. Lorsque nous sommes en crisis, au sens grec, le terme crisis veut dire moment de délibération, orienté vers une prise de décision, de positionnement intérieur. Et c'est là qu'on réfléchit, que l'on évalue, que l'on examine. Rappelons-nous, bien sûr, l'adage de Socrate dans l'Apologie, de Socrate, de Platon, hein, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et rappelons-nous la fameuse phrase de Kant, hein, l'importance de penser par soi-même, mais de penser bien sûr avec les autres, avec les gens du savoir de la science, avec les philosophes, avec les spécialistes de sciences humaines, de réfléchir avec les poètes, avec les grands littéraires, les grands cinéastes, hommes ou femmes soient-ils. Je vous pose maintenant une question. Selon vous, pourquoi exercer son jugement? Hein? Ou pourquoi est-il important d'exercer son jugement? Pourquoi exerçons-nous notre jugement? Je vous demande cette question-là pour terminer les 10 dernières minutes de notre rencontre philosophique, causerie philosophique. Et Isabelle me dit que le sujet du mois de mai, donc on aura 2 sujets, le 6 mai, qu'est-ce qu'être sceptique? Je vous parlerai des différents philosophes sceptiques dans l'histoire. Et le 13, que sont les synchronicités dans la perspective de Carl Gustav Jung? Les amis, je vous remercie d'être là. J'attends toujours vos réponses. Pourquoi exercer son jugement? Pourquoi est-il important d'exercer votre jugement? Je vous laisse m'écrire. Écrivez-moi vos réponses que je vais commenter. Merci de m'écrire. Mathieu Martel avec vous pour les rencontres de philosophie
réflexive et existentielle dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement et Société, un organisme sans but lucratif, hein, qui fait la promotion de la santé chez les aînés, le fait de contrer l'agisme et l'auto-agisme, sortir de l'isolement et de socialiser, bien sûr. Isabelle nous dit que exercer notre jugement nous permet d'être moins naïfs. Qu'entend-elle par là? Bref, d'être moins crédule. Face à tout ce qui circule sur les médias sociaux, dans les journaux, à travers les publicités, il faut apprendre à lire, hein? Comme nous disait Nietzsche, apprendre à lire avec méthode, d'observer les figures de rhétorique, les titres chocs, aller voir nos sources, comparer les sources, hein? Être moins crédule. Donc, Simone nous dit que exercer son jugement nous permet d'éclairer quelqu'un, un ami peut-être, qui est en besoin, va souvent nous demander notre opinion ou de comprendre la situation dans laquelle on est pris, les dilemmes que nous vivons. C'est vrai qu'entre amis, on peut être là pour conscientiser ensemble, s'éclairer. Et on a souvent besoin du regard de l'autre, du point de vue de l'autre, pour mieux, comment dire, pour prendre des décisions. Mais quand on nous dit que ce sera nous, en notre conscience, même chose chez Saint-Augustin, cette décision sera prise dans notre fort intérieur, en nous-mêmes, que l'on décide de prendre telle décision ou telle autre décision, c'est nous-mêmes, face à nous-mêmes, qui tout le long de notre vie, allons nous engager dans cette prise de décision-là. Alors, je vous pose toujours cette question-là pour terminer notre café philo. Pourquoi est-il important d'exercer son jugement? Pourquoi exercez-vous votre jugement? Hein? Le fait d'évaluer, de comparer, de s'arrêter quelques secondes pour observer une situation, pour évaluer une situation et demandez-vous sur quels critères vous prenez votre décision. Est-ce que vous en remettez simplement à l'impulsion, à vos émotions, ou vous avez un regard plus holistique, basé sur plusieurs critères? Hein? Est-ce que vous vous demandez qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Pas ce qui est le plus plaisant, mais ce qui est le mieux pour moi, pour les autres. Donc, exercer son jugement, nous dit Nicole, c'est aussi désirer comprendre l'être humain et comprendre l'univers. Dans la perspective de Spinoza, ils appellent ça le savoir, hein? La pratique de la connaissance pour connaître la nature, qui est le savoir ou le désir de comprendre qui est le plus peut-être épanouissant pour un être humain. Donc, juger, c'est aussi évaluer plusieurs types de causes, de propositions, qui peuvent, en ayant plus d'informations et de propositions, ça peut nous aider à prendre une meilleure décision. Isabelle nous dit que juger, c'est développer aussi son analyse. Donc, pour prendre de meilleures décisions, il est important d'exercer son jugement. Et peut-être, si on s'appuie sur des documents scientifiques, peut-être consulter des ouvrages écrits par des spécialistes, même s'il n'y a pas toujours consensus sur toutes les problématiques dans les domaines scientifiques. Mais certes, les amis, vous serez toujours
hein, au niveau des questions citoyennes, politiques et éthiques, face à vous-même, dans l'obligation de vous faire une tête. Hein? Et au lieu de précipiter notre jugement de manière impulsive, tombant dans le préjugé, la médisance, etc., la réaction émotive, on peut prendre du recul, observer, étudier et progressivement, hein, approfondir sa propre pensée. Sur ça, les amis, nous étions une vingtaine aujourd'hui dans ces causeries philosophiques. Il nous reste 2 mois de belles rencontres. Isabelle nous dit qu'il est important de juger pour évaluer justement ses expériences et aussi, comme disait Socrate, évaluer son comportement, ses valeurs. Il nous reste, les amis, pour ce printemps qui commence samedi, on aura 2 autres belles rencontres au mois d'avril. Allez voir sur Mathieu Martel, philosophe, les annonces. 2 belles rencontres au mois de mai, après un petit congé jusqu'au retour à la fin septembre, souhaitons-le, en présence à l'Institut de gériatrie. Je remercie tous les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société. Allez vous abonner sur le site Facebook de l'Observatoire Vieillissement et Société. Consultez le site Internet aussi de l'Observatoire Vieillissement et Société. Merci beaucoup à la Fondation Sibylla S pour nous permettre, depuis plusieurs années, de tenir ces rencontres philosophiques. Merci à toutes les bénévoles de l'Observatoire. Je ne voudrais pas en oublier, donc je dis toutes et tous les bénévoles de l'Observatoire. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent continuer à réfléchir avec moi, petite rencontre philosophique samedi, allez voir sur ma page le 20 mars. Salutations à Isabelle, à Vanda, à François, à Daniel, Nicole et compagnie. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Mathieu Martel avec vous. Allez faire une belle promenade cet après-midi. À bientôt. On se revoit au mois d'avril, donc pour 2 fois et 2 fois au mois de mai. Salutations et osez réfléchir par vous-même, comme disait Kant. Au revoir. Bye bye.